Voilà, donc ça, on va enregistrer de telle façon que ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui puissent écouter la conférence en, en allant sur le site du GEMDEV. Donc, bonjour, bienvenue à ce 5e séminaire sur la confiance entre les scientifiques et les sociétés en Afrique, évolutions et perspectives. Donc, l'objectif de cette série de webinaires, c'est d'écouter et d'échanger avec des collègues africains, des chercheurs, des hommes politiques, des agriculteurs. Aujourd'hui, Télivel est à la fois homme politique et agriculteur, des entrepreneurs, des responsables du développement, etc. Ils nous parlent des relations entre les scientifiques et les sociétés dans leur pays, dans le passé et actuellement, et nous disent comment, à leur avis, ces relations pourraient évoluer dans l'avenir. Tous les intervenants de ce webinaire, on en est au 5e et nous en aurons d'autres encore, ont accepté d'écrire un chapitre et un ouvrage sera donc publié fin 2023. Donc, ces séminaires sont organisés par le GEMDEV, le groupement d'intérêt scientifique pour l'étude de la mondialisation et du développement, qui rassemble des équipes de recherche et d'enseignement supérieur de plusieurs universités et institutions. Je m'appelle Marie-Delatte Guesquet, je travaille au CIRAD, dans l'unité de recherche ARDEV, acteurs, ressources et territoires dans le développement, qui est membre du GEMDEV, et donc je vais animer ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous recevons Baïlo Télivel Diallo. Télivel est un homme d'expérience, cultivé et engagé. Diplômé en économie de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1971, il commence sa carrière comme professeur d'économie du développement et d'histoire des doctrines économiques à Conakry. Après avoir passé 4 ans comme coopérant guinéen aux Seychelles, au début des années 80, il initiera et accompagnera pendant 15 ans de nombreux projets culturels et artistiques au ministère de la Culture de Guinée. Entre 2001 et 2012, Télivel sera consultant indépendant sur les questions d'éducation, de développement décentralisé et de culture. En 2012, il est nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Guinée, fonction qu'il va exercer jusqu'en février 2015. Depuis, son engagement et ses actions s'orientent prioritairement vers le domaine du développement rural. Il coordonne Sala Development Project, un projet d'économie sociale solidaire basé sur sa ferme familiale, tout en poursuivant des activités de consultant et formateur en pédagogie active. Donc, il nous parlera aussi de son expérience d'agriculteur et comment ça contribue à la relation entre la science et la société. En 2021, Télivel a publié un livre, Insurrection idéologique, il en avait publié d'autres avant, et dans cet ouvrage, il dialogue avec un jeune qui appartient à la génération des luttes pour la démocratie, le développement et les droits humains. Donc son intervention aujourd'hui, un titre très alléchant qui est « Du Prométhée africain aux jeunes diplômés sans emploi. Idéologie, société et sciences en Guinée ». Juste avant de lui passer la parole, juste quelques consignes. Est-ce que vous pouvez inscrire dans la conversation votre nom et votre prénom et votre adresse électronique? Comme ça, on vous informera des prochains webinaires. Merci d'éteindre votre micro et votre caméra pendant la présentation de Télivel. Ça sera un peu triste pour lui, mais ça nous permettra de mieux l'entendre, car le réseau est quand même instable en Guinée. Et quand nous passerons aux questions, de lever la main électronique et je vous passerai la parole. Vous pourrez aussi écrire vos questions dans la conversation et je les poserai. Donc, merci beaucoup, Télivel, d'avoir accepté de parler. Et maintenant, je te passe la parole et je vais afficher le PowerPoint. Je vais moi aussi couper ma caméra et puis je vais afficher le PowerPoint de Télivel. Alors, excusez-moi, hop, voilà, et voilà. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Oui, c'est bon. Oui, on le voit. On le voit? C'est parfait. Donc, Télivel, la parole est à toi. Merci, Marie. Marie, ce n'est pas Bonjour à tout le monde. Se mettre en mode présentation. C'est pas en mode présentation? Non. Ah.
Normalement, si. En tout cas, chez moi, ce n'est pas un mode présentation. On voit le cadre général. On voit le cadre général. Alors, en bas à droite de l'écran, il faut que tu passes sur les diapos une par une, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Ah oui, je vois où c'est. Je vois où est le problème. Pardon. Et je ne sais pas pourquoi ma flèche ne veut pas… Ah, si la technique se révolte. Bon, est-ce que ça vous ennuie de commencer comme ça? J'essaye de… Elle commence à parler, Okay. j'essaye de régler. C'est bon, ça reste très lisible. C'est bon. Merci. Alors, Marie, tu passes à la première diapo. Là, voilà. Là, je remonte encore. Voilà. Voilà, exactement. Alors, bonjour tout le monde. J'ai titré ma communication du Prométhée noir aux jeunes diplômés sans emploi pour parler des relations entre science, société et vision, idéologie, selon l'expérience que j'en ai eue personnellement en Guinée. Et je pars donc des questions que je me suis posées pour aborder ces problématiques. Marie, tu me passes la diapo, ces questionnements, la diapo, voilà. En tant qu'acteur, j'ai la prétention de l'être, en tant qu'acteur de développement, je me suis posé et je me pose aujourd'hui encore des questions liées à cette problématique. D'abord, l'expérience de Covid qui a été traumatisante, je crois, pour tout le monde. Et vous savez qu'au début de la pandémie, on avait annoncé des millions de morts pour le continent africain. Dieu merci, ça ne s'est pas passé selon ce scénario catastrophique. Mais n'empêche que ça a quand même eu des effets. Ça nous a révélé énormément de faiblesses. Et entre autres faiblesses que moi je décèle, c'est le fait que nous étions complètement dépendants des vaccins que ceux qui avaient la bonne intention d'aider ont fini par envoyer sur l'ensemble du continent. Quand des pays africains ont été en mesure de produire ces vaccins-là, ils sont heurtés à la question de la gestion des brevets. C'est pour cette raison que je dis que nous sommes devenus des mendiants de la santé, parce que tout dépend en réalité de la bonne volonté de ceux qui nous envoient ces vaccins. Pour moi, cette question est révélatrice de toutes les autres. La question du professeur que j'ai été au début de ma carrière, professeur d'économie et de développement, j'ai exposé des grandes théories, parfois qui me semblaient efficaces, pertinentes, mais je ne voyais absolument rien sur le terrain. Des questions de ministre, j'étais en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et là aussi, j'avais les ressources que l'État mettait à la disposition du ministre. J'avais une feuille de route, j'avais une vision. Les résultats ne m'ont pas semblé vraiment significatifs. Je ne crois pas qu'il y ait eu des changements importants avant et après que j'ai été ce ministre-là. Et puis, comme Marie vous l'a dit, aujourd'hui, je suis paysan, j'ai une ferme familiale où j'essaie de voir comment influencer mon environnement immédiat dans le domaine de l'éducation, de la santé et du transfert de technologies vers les populations alentours. Et là aussi, c'est toujours le même questionnement. Dans l'ensemble, je dis nous en sommes toujours au pilon, au mortier. Je ne sais pas si vous connaissez ces instruments de travail, mais c'est vraiment des instruments sommaires. Nous n'utilisons massivement ni la poulie, ni le levier, ni la roue.
Et pour porter les bagages, les charges, c'est toujours la tête. Et en général, c'est la tête des femmes, parce que l'homme, il est devant, il tient son bâton, et la femme est derrière, et là, la charge sur la tête. Nous en sommes toujours là. Et donc, pourquoi près de plus d'un demi-siècle après les indépendances, nous en sommes là? C'est un peu la question que je me pose et c'est la question que sur laquelle je voudrais échanger avec vous. La diapo suivante, Marie. Oui, alors maintenant, Maintenant, tu es en mode diaporama et c'est bien. je suis en mode diaporama. Ah voilà, ça y est, voilà. Voilà. Et là, donc, sur cette question, j'ai divisé l'histoire de la diffusion de la science et de la technique en Guinée en deux périodes qui correspondent aux périodes de l'histoire politique de la Guinée, c'est-à-dire la période où on était, disons, dans cette révolution sékou-touréenne, après le non à De Gaulle, et puis la deuxième période, à son décès, changement de régime et option pour des approches libérales et je pourrais même dire ultra-libérales. Et donc la première période, je l'ai titré Les feux de la science jusque dans la case du paysan, parce que c'était vraiment le mot d'ordre, c'était le credo. C'est un credo prométhéen et d'ailleurs, sur le frontispice de l'université de l'Institut Gamal Abdel Nasser qui a été construit sous Sékou Touré, sur le frontispice, c'est un Prométhée noir qui est représenté et qui tient donc le feu, une sorte de flambeau, et qui éclaire l'univers. Et la Guinée, c'était ça, c'était cette vision prométhéenne, partant du fait que on disait que c'est par la science et la technique que l'Europe a colonisé et dominé les États africains, les pays africains. Et donc, c'est logiquement par la science et la technique que l'Afrique devrait se libérer de la domination. Et comme il disait aussi, nous allons amener les lumières de la science jusque dans la case du paysan. Et tout cela s'inscrivait dans une philosophie. Sékou Touré avait adopté la philosophie et la conception marxiste. Donc, en philosophie des sciences, c'était vraiment le positivisme, teinté de beaucoup de productivisme, pour dire, voilà, la science est capable d'expliquer le monde et de transformer le monde. Et la logique de cela, c'est la révolution culturelle, ce qui a été appelé ici la révolution culturelle, qui est différente de la révolution culturelle telle qu'elle a été conceptualisée en Chine. Ici, c'est vraiment des révolutions dans le domaine de la culture et de l'éducation, avec un ensemble de réformes ayant pour objectif de construire une société nouvelle et grâce à la formation d'un homme nouveau. Et tout cela dans le cadre d'un développement non capitaliste, planifié, centralisé autour d'un parti unique et qui a considéré, donc qui était capable de mobiliser tout cela avec les forces et les faiblesses liées au parti unique, faisant de l'éducation le secteur décisif de la fabrication de l'homme nouveau pour la société nouvelle. Et l'éducation, l'approche, c'était donc d'incruster l'école dans son environnement spécifique guinéen. On disait ici lier l'école et la vie pour changer la vie. C'est l'école qui doit changer la vie. La prochaine diapo. Marie, la diapo suivante. J'essaye. Ah, d'accord. Ça va venir, ça va venir. Hop.
Hop, pardon. Hop, je ne sais pas pourquoi ça. Ah, voilà. 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 Donc, durant la première phase de la révolution culturelle qui est allée à peu près sur un peu moins d'une dizaine d'années, de 60-67, il y a eu un ensemble de réformes de façon un peu progressive. Et ça a commencé par l'africanisation de l'enseignement, c'est-à-dire en gros le recentrage des programmes, notamment en sciences sociales, dans une perspective africaine. Il y avait aussi cette urgence de former de façon très rapide, de façon massive, des enseignants, parce qu'on a encouragé tous les villages, toutes les communautés à construire des écoles, à construire des salles de classe. Et au moment où j'étais en train de les construire, c'est les premières années d'indépendance, donc les Français, les enseignants français étaient partis. La Guinée était sanctionnée pour avoir dit non. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'enseignants à mettre dans ces classes. Et il y a eu cette fameuse expérience de Dabadou, c'est-à-dire qu'on a pris des élèves des classes du collège pour les former en un an pratiquement, pour les former en tant qu'instructeurs pour les écoles primaires. L'option pour la massification de l'enseignement, c'est-à-dire la scolarisation dite universelle, de l'alphabétisation. Je donne ici deux chiffres qui sont assez illustratifs. En 57-58, c'est-à-dire à l'indépendance, toute la Guinée n'avait que 45 000 élèves. Et en première année, et donc en 62-63, en première année, donc les rentrants de l'année 62-63, c'était 70 000 élèves. Donc, rien que les rentrants de 62-63 étaient plus nombreux que l'ensemble des élèves qui existaient dans les écoles guinéennes en 57-58. Et puis, on a installé des collèges et des lycées techniques, donc à orientation de formation professionnelle. On a introduit le travail productif à l'école, c'est-à-dire que chaque école avait un champ, une parcelle, où les élèves produisaient. L'idée, c'était de décloisonner le travail manuel et le travail intellectuel. Donc, et deuxièmement, de faire participer l'école à sa prise en charge économique. Ça, il faut reconnaître qu'après, ça a dérivé. C'est devenu vraiment une vision plus productiviste. Le lien entre l'école et la production n'a pas été bien établi. Le lien entre l'école, la production et la pédagogie qui devait suivre derrière n'a pas été bien établi. Donc, ça fait partie des dérives qui ont créé énormément de problèmes aux écoles. La culture et le sport, chaque établissement avait sa troupe culturelle, avait son équipe sportive. C'était considéré comme des facteurs de socialisation, d'éducation et d'intégration, d'encadrement politique aussi. Et puis, comme je le dis là, l'encadrement systématique de l'organisation de l'école par l'idéologie qui est dans le cadre du parti unique. Voilà le contexte général dans lequel, diapo suivante, Marie. La deuxième phase de la révolution culturelle qui a été un approfondissement et une radicalisation des tendances qui avaient été amorcées durant la phase antérieure. On voit le renforcement de la place et du rôle de la production dans l'école et le résultat, c'est que on commence à perdre en qualité de formation, puisque comme je l'ai dit,
le lien n'est pas bien établi entre la production et l'école elle-même. Sont créés ce qui a été appelé à l'époque des collèges d'enseignement rural, c'est-à-dire des collèges qui sont spécifiquement mis en place pour le monde rural, pour l'agriculture. Ça n'a pas marché du tout, mais c'était la première étape d'un long processus de collectivisation de l'agriculture, un peu à l'image de tous les pays socialistes, c'est-à-dire que l'agriculture doit être collectivisée pour que les moyens de production soient disponibles pour l'ensemble des paysans. Donc, il y a eu ces CER, il y a eu des FAPA, il y a eu des coopératives. Tout cela n'a pas vraiment, ça n'a pas marché. Les paysans n'ont pas été associés au concept. Ils ont été plus ou moins, à mon avis, marginalisés. Et il y a eu d'énormes difficultés en termes de production agricole et de croissance agricole. Autre aspect de la révolution culturelle, c'est l'utilisation des langues nationales comme langue d'enseignement. Tout cela en vue d'intégrer l'école dans son environnement de proximité, la communauté. Donc, utiliser ces langues nationales comme langue d'enseignement pourrait, pensait-on, et je crois que c'est juste comme position, favoriser l'appropriation de la science et de la technique par les communautés qui devraient donc surmonter le handicap de parler français pour utiliser ces langues. Mais là aussi, beaucoup de difficultés ont surgi au fur et à mesure. Et un aspect, c'est la ligne de masse, c'est-à-dire une certaine interprétation de l'accès à l'enseignement pour tous les enfants. Et vu la faiblesse des ressources, le fait que d'une année à une autre, les enfants, les élèves doivent passer massivement à la classe supérieure, ce qui se faisait avec tous les autres facteurs dont je viens de parler, au détriment, évidemment, de la qualité. La ligne de masse était opposée à la ligne d'élite. Il ne s'agissait pas de former une petite élite de scientifiques, mais de former massivement, espérait-on, des communautés scientifiques. Le conseil d'administration, c'était une innovation. Chaque école était dirigée par un conseil d'administration où il y avait 10 élèves élus démocratiquement et un seul, le président du conseil d'administration, qui était nommé. C'est eux qui dirigeaient l'école, qui géraient l'école, qui s'assuraient que tout marchait bien. Donc, voilà un certain nombre de mesures d'innovation, de réformes qui ont été introduites, qui sont radicalisées, mais qui ont progressivement posé vraiment la question de la qualité de l'enseignement dans cette période. Marie, la suite. Alors, la suite. Ça y est. La diapositive. Et normalement, dans tout ce processus, un accent très important a été mis, et ça c'est affiché, j'ai commencé à lire. Un accent très important a été mis dans l'enseignement sur les sciences et les techniques. Là, je donne un certain nombre d'exemples. Par exemple, le primat qui a été accordé aux mathématiques et aux sciences exactes sur les sciences sociales. Alors, on sortait quand même de l'enseignement colonial qui, à un certain niveau, privilégiait, le modèle c'était Dakar. Ce qui était privilégié, c'était d'abord les lettres, sous l'influence de Senghor, et les sciences sociales un peu. La Guinée bascule dans l'approche différente en mettant l'accent sur l'enseignement des sciences exactes. Et dans les sciences sociales, on introduit l'économie politique, déjà au lycée, et la psychanalyse au lycée.
avec des visions donc, cette vision productiviste et positiviste plutôt de la science. Et les mathématiques interviennent dans tous les domaines. Moi, j'ai fait sciences sociales et en sciences sociales au baccalauréat, les mathématiques avaient un coefficient 10, la physique coefficient 8, la biologie et la chimie coefficient 6. Et ces sciences étaient enseignées par des professeurs étrangers, les Français étant partis, c'était surtout les pays socialistes, les pays communistes qui nous envoyaient des professeurs, et des professeurs de très haut niveau qui, pour beaucoup, avaient eu au départ des difficultés à utiliser le français. Nous, on a eu des interprètes dans les salles de classe, russe, français, français, russe. Et la Guinée, dès le départ, a opté pour les mathématiques modernes. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'était en opposition avec la géométrie euclidienne. C'était basé sur la théorie des ensembles. Donc, une autre façon de voir le rôle des mathématiques, les différentiels, les intégrales, toujours avec ces professeurs russes, mais vraiment de très haut niveau, provenant en général de l'Académie des sciences russes. Des binaires ont été mis en place, économie mathématique, linguistique mathématique, géographie mathématique, qui ont eu de bons résultats, si j'en tire les conclusions de ceux qui ont été formés à cette période-là, dans ces binaires-là, qui sont devenus des brillants techniciens ou gestionnaires. Et puis, il y a eu ce Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser qui a été construit. Il a été construit sur le modèle, sur le référentiel de l'Institut Polytechnique de Zurich. Et le premier administrateur de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser est d'ailleurs un diplômé de Polytechnique de France. Polytechnique Guinée avait été prévu pour 1500 étudiants, après avec la non-maîtrise des flux, cette massification dont j'ai parlé, et puis comme solution à beaucoup de problèmes dont on ne voyait pas comment faire. Ça a débordé, il y a eu un très grand nombre, beaucoup plus que l'Institut ne pouvait encadrer sérieusement du point de vue des laboratoires, du point de vue des professeurs. Et c'est là où se formaient les sciences, les ingénieurs en électricité, en électronique, en mine, en génie civil, en mécanique. Et il y a eu vraiment un très grand nombre de techniciens, d'ingénieurs de bon niveau, je crois. En tout cas, ils ont été appréciés comme tels, même à l'extérieur, durant cette première période. Et puis, en même temps, à partir des années, durant les années 70, ont été créés des instituts supérieurs de recherche et de formation dans des domaines considérés comme étant prioritaires. Dans l'agriculture, il y a l'Institut supérieur de Farana, dans l'élevage, l'Institut supérieur à Dalaba, l'océanographie où j'habite, l'Institut supérieur en océanographie, en biologie appliquée, c'est l'Institut de Pastoria qui était là avant durant la période coloniale, qui a été récupéré pour devenir un institut de biologie appliquée. Et il y a eu un institut dans les plantes médicinales, il y a eu un institut en agronomie, et ainsi de suite. Donc, il y a eu un réseau d'institutions de recherche et de formation professionnelle qui ont couvert presque tout le pays dans des domaines clés, comme vous le voyez. La suite. Oui, Marie? Ça y est, ça devrait venir. OK. Et mon constat est que malgré tout cela, je reprends le credo, l'étincelle n'a pas mis le feu à la plaine. Les feux de la science et de la technique ne sont pas allés dans la case du paysan. Et pour moi, c'est vraiment la première question qui se pose. Pourquoi, malgré tout cela, malgré une formation accélérée de
dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des chercheurs, dans le domaine des ingénieurs. Pourquoi le paysage économique, le paysage technologique guinéen n'a pas fondamentalement changé? La Guinée est restée un pays rural, un pays à faible productivité, un pays qui rencontrait d'énormes difficultés. C'est vraiment les questions que j'ai posées au début de mon intervention. Il faut oser affronter ces questions de façon lucide, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ne pas rentrer aussi dans une vision démagogique qui consistait à dire, voilà, on était bien parti, c'est l'extérieur, etc. C'est là où je ne suis pas tout à fait dans la même vision que mes amis militants de la révolution guinéenne qui sont encore là. Et parmi les pistes de recherche que j'entrevois, il y a d'abord un taux extrêmement élevé d'analphabétisme. Plus de 60%, à l'indépendance peut-être encore beaucoup plus, 80-85%. Introduire la science dans un milieu analphabète est déjà une gageure. Mais ce qui aggrave l'analphabétisme, c'est la langue, c'est la question de la langue. C'est-à-dire la diffusion devrait se faire normalement en français ou au mieux dans les langues des communautés, mais qui étaient des langues orales, qui n'étaient pas des langues écrites et qui avaient donc des déficits en matière de lexique, en matière de concepts pour diffuser des technologies et des concepts scientifiques modernes. Ça, c'est un problème. Donc, la langue étrangère comme langue d'appropriation et de diffusion de sciences techniques. Ensuite, à mon avis, il y a, c'est incontournable, la faiblesse de la base industrielle de l'agriculture, la base économique, quoi, le monde du travail. On en était encore, je le dis, à la roue et à la daba. Même la culture atelier dans l'agriculture, c'est-à-dire la charrue, avait des problèmes pour se diffuser pour toutes sortes de raisons. Il y avait un dualisme sociologique et économique entre le monde urbain, les villes, qui étaient plutôt dans le modèle occidental, l'économie qui était une économie, une consommation de type occidental, et le monde rural qui était le monde dominant, 85% de la population, dit-on, démographiquement donc dominant, mais technologiquement dominant et économiquement dominant. Donc, ce dualisme, certains théoriciens l'ont dit, caractérisait les économies sous-développées. En tout cas, on pouvait l'observer dans un pays comme la Guinée. Et un facteur que j'ai eu à constater, mais dont j'avais lu aussi des illustrations chez un auteur nigérien du Nigeria. Je retrouverai son nom, je vous dis un peu. Cette conception scientifique du monde qui était diffusée dans l'école et les conceptions et les pratiques culturelles des communautés qui ne s'ajustaient pas toujours très bien les unes avec les autres. L'auteur nigérian dont je parle attirait l'attention sur le fait qu'à l'école, on expliquait à l'enfant que la foudre était due à la rencontre d'un pôle d'électricité négative chargé négativement et des nuages chargés positivement, ce qui produisait la foudre. Et dans sa communauté, on disait que la foudre était une manifestation du Dieu. Est-ce que vous pouvez fermer vos... Monsieur Ama, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Donc, pour moi, ça, c'est un facteur et que l'on constate. On explique très rapidement les choses dans nos communautés par des pratiques de sorcellerie, par des pratiques magiques, par des pratiques fétichistes.
même si ça enrobe des savoirs locaux, il n'en reste pas moins que ce n'est pas vraiment bâti sur une conception logique, rationnelle de la nature et des relations entre les différents éléments de la nature. Et ça peut être un obstacle aussi. Autre obstacle, la Guinée, malgré son retour au contexte africain, aux communautés, n'a pas su vraiment intégrer les savoirs des communautés. Et là, je parle vraiment de savoirs à base technique, à base scientifique, dans l'éducation. Donc, ces savoirs locaux, à force d'être exclus du système éducatif, ont été marginalisés, ont perdu de leur pertinence, ont perdu de leur actualité et finalement ont été dévalorisés. Il y a un regard assez dévalorisant sur beaucoup de savoirs locaux remplacés par des savoirs importés, exogènes. Et puis, ça c'est mon explication, une explication plutôt générale que je donne dans Insurrection idéologique, c'est-à-dire que déjà à l'époque de Sékou Touré, il y avait une bureaucratisation de la société et du pouvoir. Cette bureaucratisation installait dans les sphères dominantes une administration, une bureaucratie dont les intérêts ne coïncidaient de moins en moins avec les intérêts des populations à la base pour des questions de pouvoir, de capital. Bourdieu explique bien ça, cette distribution du capital. La suite. Monsieur Sylla, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Maintenant, à partir de là, ce constat de, je ne dirais pas échec, mais en tout cas de limite de cette révolution scientifique à base politique, à partir de 84, en 84, Sékou Touré meurt, et comme assez souvent, malheureusement, la disparition du chef se transforme en changement de régime. Et à partir de 84, donc, la Guinée rompt avec l'option révolutionnaire socialiste et opte pour le libéralisme. Moi, je dis même opte pour l'ultralibéralisme. Vous connaissez cela peut-être beaucoup mieux que moi. Le moteur, c'est le profit, la rentabilité interne et à court terme. C'est lui le critère le plus déterminant du choix. On choisit ce qui est rentable, ce qui est profitable. Sur cette base sont mis en œuvre des programmes d'ajustement structurel conçus à Washington, pilotés de façon globale par le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc. Donc, l'élément principal, c'est de dire que l'État doit se désengager et que l'initiative privée, l'économie de marché, doit permettre de résoudre les problèmes que la Première République n'a pas su résoudre. La croissance macroéconomique devient, il ne s'agissait plus de changer de mode de production, mais d'obtenir des taux de croissance élevés, en tout cas relativement élevés, avec des taux d'inflation relativement bas, avec l'équilibre budgétaire qu'il ne faut pas transgresser, et ainsi de suite. Donc, vous connaissez ça, Macron l'enseigne aussi, je crois, là-bas. L'Union européenne, c'était nos tuteurs. Il y avait la France, l'Union européenne, et tous ces pays où donc le milieu financier, le capital financier était dominant. Et donc, comment ça se traduit dans le domaine de l'école, de l'éducation? C'est qu'il faut former pour l'emploi. Il ne s'agissait pas d'acquérir de la connaissance et d'acquérir des compétences de façon générale,
mais ses connaissances et ses compétences doivent cibler l'emploi. Celui qui est formé et qui n'a pas d'emploi, c'est un indicateur de contre-performance ou de faible performance. Le deuxième aspect, c'est que, lié à cela d'ailleurs, il y a une désaffection pour l'enseignement des sciences. Les techniques un peu, mais l'enseignement des sciences, donc de théorie générale, est presque abandonné. Il y a une prédominance pour la formation en gestion, en banque, en assurance, en droit. Le modèle pour la Guinée devient l'université de Dakar, dont les référentiels sont plus ou moins copiés en Guinée. Des professeurs viennent pour donner des cours. Nous, on nous envoie des professeurs pour nous apprendre à enseigner la philosophie. Quand j'étais ministre, sur l'ensemble des diplômés du bac qui devraient être orientés à l'enseignement supérieur, ceux qui faisaient gestion, banque, assurance, droit, enfin, de façon générale, sciences sociales et lettres, constituaient plus du tiers des bacheliers et même près de la moitié des bacheliers. Et sciences de l'ingénieur, mais surtout informatique, prenait une bonne partie. Et donc, la portion congrue revenait aux autres sciences de l'ingénieur, mines et géologie, les mathématiques. Il y a même un recteur à l'époque qui m'a dit, monsieur le ministre, si ça continue comme ça, moi, je serais obligé de fermer mon programme de mathématiques. On en était là, et le programme de physique. Il y avait cette vision donc utilitariste de la science et le primat de la technologie et de l'expertise importée sur la recherche et l'innovation endogène. Je vous ai dit qu'il y avait déjà ce centre de recherche. Les programmes de recherche sont de moins en moins financés. Les institutions reçoivent de moins en moins de subventions. Le grand slogan, parce que je peux l'appeler Kiansi, de la Banque mondiale, c'est de dire nous donnons la priorité à l'enseignement de base. L'enseignement supérieur ne sert qu'à former des chômeurs, alors que c'est la façon de le concevoir qui a formé les chômeurs. On abandonne donc les programmes à long terme pour des projets de terrain appuyés par les partenaires au développement, ciblant le marché, en général le marché extérieur, encadré évidemment par l'OMC. Résultat, c'est la prolifération du jeune diplômé sans emploi. On forme des milliers de jeunes qui font banque, il n'y a pas de banque, qui font gestion, il n'y a pas d'entreprise, qui font assurance, il n'y a pas beaucoup à assurer, qui font droit, l'état de droit est encore en construction, etc. Donc, la plupart changent de filière, d'emploi, et s'engagent dans des métiers pour lesquels ils n'ont pas été formés, qui n'étaient pas leur rêve, conducteurs de taxi, de gardiens de sécurité, des trucs comme ça, pompistes dans la station de carburant. Et puis, comme ils deviennent de plus en plus nombreux, on multiplie des stages de formation, des stages entrepreneuriat jeune, auto-entrepreneuriat, ainsi de suite. Ce qui n'a pas été fait pendant toute la période de formation à l'école, on veut le faire avec des stages de 2 ans, plus de 2 mois maximum. Parfois, c'est 15 jours. Après, on les lâche dans la nature, on dit, bon, maintenant, vous avez été formé pour l'emploi, allez chercher de l'emploi dans une économie qui n'a pas de base économique. OK? Oui, je change. Voilà. Et donc, voilà, c'est cette histoire, un peu, c'est l'histoire de ces réformes que j'enregistre, sur lesquelles je veux
je réfléchis et je poursuis la réflexion. Pour moi, c'est pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché de façon significative, pourquoi il n'y a pas eu de transformation significative du paysage, des pratiques dans nos sociétés qui fait qu'on peut utiliser l'euphémisme qu'on veut, on reste non pas des pays en voie de développement, mais des pays techniquement, scientifiquement sous-développés. Tous les ingrédients sont là. Pourquoi ça ne marche pas? Ma réflexion, c'est qu'il faut capitaliser cette expérience. Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ce qui a été tenté, de ce qui a un peu marché, de ce qui a peut-être bien marché, de ce qui n'a pas du tout marché. Je pense aussi qu'il faut parvenir à faire un vrai lien entre le développement technologique et l'innovation, donc, et les dynamiques de l'environnement économique et social et communautaire pour promouvoir une culture scientifique. Au-delà de l'enseignement des sciences et de la technique, c'est cette attitude, cette culture scientifique dans et par l'éducation. Alors, il y a des pédagogies, à mon sens, mon expérience d'enseignant, surtout la plus récente avec les pédagogies actives, ouvre, à mon avis, des perspectives dans ce sens, ouvre des perspectives, un potentiel pour éduquer, pour innover, éduquer pour la recherche, renouer aussi avec le positivisme, même si ce n'est pas un positivisme radical, mais vraiment accepter l'idée que ce n'est pas avec la sorcellerie, ce n'est pas avec ce discours lénifiant sur nos traditions, nos ceci, nos cela, c'est une certaine attitude vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la nature, faire bouger les choses. Il faut donc vraiment former massivement, encourager et organiser une élite scientifique et technique au-delà et peut-être même contre la bureaucratie administrative. C'est tout un programme. Il faut s'arrimer au monde du travail. C'est là-bas où l'innovation a du sens. Mais comment s'arrimer, justement? Il faut, au lieu de rejeter les savoirs, les technologies, les pratiques locales dans des ghettos où elles deviennent, elles sont en train de s'étioler, de mourir, il faut féconder les savoirs locaux, les pratiques locales avec les savoirs importés, importés entre guillemets, qui sont déjà là à travers l'école. Il faut tenir compte des différences de conception du monde. Je le disais tout à l'heure, il faut être dans le positivisme, mais ça ne se décrète pas. C'est une évolution des mentalités, de la culture, de l'éducation, des pratiques qui vont permettre aux communautés, aux jeunes en particulier, d'avoir confiance en leur capacité à changer le monde, en respectant le monde. Je viens de terminer dans ma ferme un séminaire, un atelier pratique de permaculture où le formateur, qui était un Français d'ailleurs, Steve, nous a permis de travailler avec les éléments de la nature, l'eau, la terre, l'arbre, le soleil, l'air, etc., pour faire évoluer positivement tout cela, pour améliorer la vie. Donc, je fais tout ça dans ma ferme. Pourquoi? Parce que je veux aussi quitter la sphère des grandes théories. Dans ma ferme, c'est une ferme expérimentale où on fait beaucoup d'expériences de ce genre, dans la permaculture, le compostage, la diffusion de certaines technologies de séchage, de transformation, pour voir concrètement jusqu'à quel point les paysans
qui sont autour de moi, qui viennent dans ma ferme, et les enfants et les élèves peuvent s'approprier tout cela et que peut-être par effet de diffusion, qu'on puisse avoir un impact un peu plus lisible, un peu plus visible sur notre environnement. Une image qui me semble vraiment déprimante, c'est que quand vous allez à Farana, où se trouve l'Institut de recherche agronomique, sciences agronomiques, un institut supérieur, jusqu'à ce que vous arriviez dans le domaine d'application de l'Institut, ben, c'est le même mode de production pré-scientifique, en tout cas traditionnel, que vous voyez, il n'y a pas de modification. On ne peut pas dire qu'il y a un institut à côté, alors qu'en principe, au moins l'Institut, avec ses pratiques, avec ses innovations, aurait pu changer le milieu de proximité. C'est un peu ce que j'essaie de faire à Sala Development Project. Comme je l'ai dit avec les gens qui travaillent avec moi, penser global, c'est toujours nécessaire, la théorie, la globalité, mais agir local pour voir concrètement comment ça se passe. Et puis surtout, c'est une des dernières leçons que je tire de tout cela, accepter que les processus sont chaotiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est bien écrit sur le papier, avec de bons indicateurs, avec des ressources, on sait comment les mobiliser, comment les planifier, comment les distribuer, etc. Ce n'est pas parce qu'on a tout cela qui marche très bien au départ, au concept, que ça va se réaliser ainsi, parce qu'il y a un facteur qui a été négligé, qui va devenir dominant, il y a une vache qui va rentrer là où vous avez mis les pépinières, donc elle a bouffé tout ce qu'il y avait. Il y a eu une inondation, j'ai eu à subir 3 inondations. C'est des processus chaotiques qu'il faut intégrer dans la réflexion pour dire que l'avenir dure longtemps. C'est mon philosophe de référence qui en a fait le titre de son autobiographie, mais que j'aime bien. Vraiment, l'avenir dure longtemps. Voilà ce que je voulais échanger avec vous. C'est plus des questions que vraiment des propositions et encore moins de recommandations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Télivel, pour ce regard très réflexif sur cette période et puis cette troisième voie que vous essayez de tester, de voir ce qui se passe à un échelon très local. Alors, on va passer aux questions. J'ai vu une main, Pierre-Sylvie avait peut-être une question à poser. Est-ce que vous avez des questions à poser à Télivel Diallo? Vous me donnez une minute, je vais être absent de l'écran. Oui, alors, pendant que vous sortez une minute, on va rassembler les questions. Alors, là, je vois des questions. Et je vois aussi des questions dans la conversation. Ah. Alors, on va attendre que Télivel revienne. Je vois une question de M. Silla et une question d'Alioune Fall. Pour le moment. Quand il sera là, pour poser vos questions, si vous pouvez peut-être quand même mettre vos caméras, ça facilitera l'interaction. Voilà. Non, mais c'est plus sur de l'SSA. Ah, non, c'était un... Voilà.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Silla, est-ce que vous voulez poser votre question? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo, pour la conférence. Je m'appelle El Hadji Malick Sylla, je suis docteur en géographie et j'enseigne dans une université sénégalaise. Donc, monsieur le conférencier, moi, ce que nous avons constaté, c'est que les étudiants, quand ils viennent à l'université, ils apprennent pour avoir des notes, pour avoir un emploi, pour avoir de l'argent, mais ils n'apprennent pas carrément pour avoir de la connaissance. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 ans, ils n'ont pas la connaissance nécessaire, ils ne réussissent pas au concours, et voilà, donc sortent au niveau de l'université, donc sans licence ou bien sans diplôme. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas donc recentrer l'enseignement supérieur autour de la question fondamentale qui est le fait de donner des connaissances aux étudiants là? Parce que ce qu'on a constaté aussi, c'est que les étudiants qui sont plus excellents, c'est-à-dire ceux qui sont venus uniquement pour avoir la connaissance, sont mieux outillés après pour réussir au concours et intégrer donc le monde de l'emploi. Merci beaucoup. Bien. Je crois que c'est une remarque, c'est une observation partagée par toutes nos universités, en tout cas celles que je connais, de la sous-région. Mais c'est pour une des raisons pour lesquelles je considère que c'est au niveau de la pédagogie, et ce, depuis le préscolaire, qu'il faut travailler. C'est-à-dire, il y a des pédagogies aujourd'hui qui ont été élaborées avant, qui sont des pédagogies qui encouragent l'éveil, la curiosité, l'esprit de recherche, l'expérimentation, et puis qui donne aussi confiance en soi, cette confiance en soi est importante. Si un jeune grandit avec ses aptitudes et qu'il acquiert des connaissances au fur et à mesure, je pense qu'il aura moins d'appétence pour le bachotage, pour les notes, et ainsi de suite. Il sait qu'il est une individualité qui doit se construire, qu'il doit participer, il est un citoyen aussi, qu'il doit participer. Et c'est à partir de cette prédisposition-là qu'on peut arriver à avoir des étudiants selon le modèle que vous nous proposez. Mais nous nous heurtons exactement au même problème ici. Et c'est après qu'ils se rendent compte que quand ils ont fini de faire leur licence, donc 3 ans en général, ce qui pose déjà un autre problème parce qu'ils n'ont même pas le master, 3 ans, c'est nettement insuffisant pour beaucoup de choses. C'est quand ils sortent dans le monde du travail qu'ils se rendent compte qu'ils ont des lacunes. Et là, je ne sais pas si c'est ton constat, mais il y a à ce moment-là une sorte d'appétit pour essayer d'apprendre, pour essayer de se former, pour essayer de s'insérer. C'est trop tard par rapport à l'éducation, mais c'est déjà une prédisposition avec laquelle il faut continuer à travailler. L'université doit être aussi en lien avec ce milieu-là, avec ses sortants, avec ses diplômés sans emploi, pour voir qu'est-ce qu'il faut continuer à faire avec. Mais l'essentiel, c'est d'abord l'éducation. Merci. Alioune Fall. Alors. Voilà. Bonjour Marie et merci. Bonjour Alioune. Félicitations au ministre pour cette présentation. Vraiment, beaucoup d'enseignements tirés de l'historique, notamment à Guinée. Moi, je suis au Sénégal actuellement, à Dakar. Je suis le président du conseil d'administration du FARA. Le FARA, c'est le Forum africain de la recherche agricole, donc sciences et technologies. En même temps, je suis le président du conseil scientifique du CIRAD, toujours sciences et technologies et innovation. Et j'ai beaucoup apprécié l'analyse critique. Et en plus, je suis ancien directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole, toujours sciences et technologies et innovation. Et donc, j'ai beaucoup apprécié l'analyse critique que le ministre a fait.
Bon, tout de suite, il a parlé il a dit un peu plus de demi-siècle après les indépendances. C'est très important, c'est ce qu'il a dit là. Et la question que nous posons, est-ce qu'il y a effectivement indépendance? Après, on a dit indépendance. Ça dit que recouvre ce terme indépendance? Parce que tous les pays qui étaient déclarés indépendants depuis cette période, bon, nous, on était très, très jeunes, dans les années 60, 58, 60, on regardait bien la Guinée comme un modèle, du temps de Sékou Touré, comme vous l'avez dit. Nous, en tout cas, jeunes Sénégalais qui encore étaient, moi, j'étais un peu dans le... c'était un trotskiste, entre parenthèses, vous comprenez. Donc, on avait décidé de... Voilà, parce qu'on pensait pays, on pensait nous développer. Mais en 2022, on se rend compte qu'il n'y a même pas de transformation de nos matières premières chez nous. Donc, l'offre en emploi n'existe pas. Parce que quand vous voulez offrir de l'emploi, il faut quand même être dans le secteur productif. Et on se rend compte qu'on est toujours en train de vendre nos matières premières. On est toujours en train de vendre nos matières premières. Donc, ça nécessite d'abord un changement sur le plan, je sais pas, intellectuel, sur le plan économique, et que les dirigeants africains actuels qui se pensent un peu sur comment faire pour la valeur ajoutée pour rester dans nos pays, pour pouvoir créer des emplois. Au Sénégal, actuellement, c'est 200 000 jeunes qui sont déversés dans le monde de l'emploi chaque année. Et la question qu'on se pose, est-ce que exactement la formation prépare les jeunes à l'emploi? C'est vraiment une question. Parce que tous les jeunes qui sortent des universités, on a fait des réformes, notamment, bon, si là, c'est très bien de quoi je parle, le système LMD, licence, master et doctorat, qui devrait nous permettre d'encore mieux préparer les sortants des universités vers en fait, trouver du travail. Mais ce n'est toujours pas évident parce que l'offre n'est pas là. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'implication du secteur privé n'est pas encore déterminante dans le processus véritablement de trouver des emplois à ces jeunes. Donc, ils sortent en groupe et finalement, ils se rendent compte que l'offre n'est pas là. Et bon, on leur parle de l'offre en France, aux États-Unis, ils prennent les bateaux et les pirogues et puis ils s'en vont. Parce que c'est là-bas où se trouve l'emploi. Je pense que cette question-là, du rôle du secteur privé, du rôle d'option dans les politiques en termes de création de croissance, comment faire en sorte que nos matières premières, en tout cas, tout ce qui donne opportunité de création d'emplois, qu'on les considère ici en Afrique d'abord pour qu'on puisse effectivement absorber ces jeunes qui viennent. Le rôle de la science, de la technologie, de l'innovation, comme vous l'avez dit, c'est fondamental. Je pense que tant que la connaissance n'est pas mise sous la forme d'appropriation des communautés rurales, des communautés, ça va être encore difficile de renforcer la capacité. Donc, actuellement, on parle beaucoup de services aux communautés. Les universités, actuellement, pensent maintenant qu'il faut aller vers les services aux communautés. C'est important. Et je pense que ces réformes-là, il faudrait nécessairement qu'il y ait un forum au niveau africain, en cas, que les gens prennent le taureau par les cornes pour qu'on puisse vraiment avoir des mutations qui nous permettent d'avoir des économies ouvertes avec un secteur privé agressif pour qu'on puisse effectivement absorber les jeunes qui sortent. Moi j'ai peur pour mes enfants, là. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont tous formés à l'université, tout ça, ils ont des diplômes, mais on ne trouve pas d'emploi. C'est ça le problème. Donc, je pense que cette réflexion-là doit être versée pour qu'on travaille sur les modèles. C'est un bon modèle. Votre ferme, c'est un modèle. Il y a plein de modèles au Sénégal sur ces questions avec l'ADIDA, qui est l'Agence nationale d'insertion. Il y a beaucoup de modèles, mais ça ne produit pas les effets qu'on pensait pouvoir avoir. Je crois qu'il y a des questions autour de ça. Que certainement, j'aurais bien aimé avoir votre impression, puis voilà, qu'on puisse avancer. Voilà, merci Marie. Merci. Merci bien, mon frère. Tu poses les questions qui, encore une fois, sont partagées. Je crois que nous partageons toutes ces questions-là. J'apporterai des nuances sur certaines choses. Pourquoi j'ai insisté sur la première période de l'histoire de la Guinée? Parce que, en dépit de contraintes liées au monde international à l'époque, la Guinée a vraiment vécu durant cette période une indépendance, beaucoup de souveraineté. Le non a été une rupture avec, à la différence des autres pays de l'AOF,
colonie française, la Guinée a procédé à la rupture. Elle s'est dotée de sa monnaie. L'État a été un État interventionniste dans énormément de domaines. Le secteur public a été créé ex nihilo. Donc, il y a eu cette indépendance. Et il y a eu un processus qui a été engagé pour la transformation des matières premières agricoles. Les quelques usines que nous avions étaient des usines de transformation des matières premières agricoles à usage endogène. Là où je te rejoins, c'est que malgré cela, malgré cette indépendance politique, monétaire, étatique et autres, la planification, on n'a pas réussi à transformer les modes de production. On n'a pas réussi à transformer les formations sociales au point que l'on puisse dire qu'on est passé d'un niveau à un autre. Donc, ça, c'est une question que toi et moi, nous devons continuer sur laquelle nous devons continuer à réfléchir. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que nous nous mettions ensemble pour parler de toutes ces expériences-là qui sont en train d'émerger par-ci, par-là. Il y en a au Sénégal, j'ai des contacts avec des amis au Bénin. Il y a des choses qui se font. Il ne faut pas être trop afro-pessimiste, mais il faut mettre tout cela ensemble pour essayer peut-être d'en tirer non pas un modèle dogmatique, mais des approches partagées susceptibles d'être adaptées à différentes situations. Et là où je suis aussi d'accord avec toi, et c'est tout mon propos, pour moi, l'éducation, la formation est au cœur de ce projet. Ce n'est pas la faute aux jeunes si ils se retrouvent au bout du processus, jeunes diplômés sans emploi. C'est la faute à notre système éducatif. Moi, le peu d'expérience que j'ai des systèmes éducatifs, on dirait que l'école a été fabriquée pour couper l'enfant de son milieu, pour couper l'enfant de son environnement. Quand je prends la Guinée, l'enfant qui est dans son village, il fait l'école primaire dans son village. Il est encore encadré par la communauté, il est dans des pratiques économiques, dans des pratiques sociales, dans des pratiques culturelles de sa communauté. Il arrive au collège. Le collège, généralement, n'est pas dans le village, sauf quand c'est un gros bout. Et donc, il va à ce qu'on appelle ici maintenant la sous-préfecture, c'est là-bas où se trouve le collège. Là, déjà, il est plus ou moins détaché de son milieu d'origine et des pratiques, surtout, des pratiques sociales, des pratiques économiques. Il ne va plus au champ, il ne va plus à la rivière, il n'est plus dans les pratiques de la communauté. Il est au collège, il commence à apprendre des concepts, des définitions, et ainsi de suite. Et après, il va au lycée, et le lycée se trouve dans la ville. Alors, il quitte carrément là le village, il a migré déjà vers la ville, et la rupture avec la tradition, avec le milieu rural, atteint presque son point d'achèvement. L'enfant, le jeune qui a son bac, qu'est-ce qu'il connaît de l'agriculture? Qu'est-ce qu'il connaît des savoirs locaux? Qu'est-ce qu'il connaît des pratiques locales? Qu'est-ce qu'il connaît des problèmes que les communautés rencontrent et auxquels il doit apporter des solutions? Il est presque coupé de ça. Internet aidant, il est connecté au monde, mais il est déconnecté de son village. Et après, il sort à l'université ou quelconque, et on lui dit, l'enjeu, le défi, ça se trouve au village. Il faut retourner au village. Mais on l'a coupé, le cordon est rompu. Il faut qu'il réapprenne à vivre le village. Ce n'est pas seulement à travailler dans le village. Et je ne suis pas
pour que cette vie soit vécue, revécue sous la forme d'un expert formé dans les universités qui vient comme un étranger au village pour dire, bon, moi je suis l'expert, je vais vous aider à faire évoluer les choses. Il faut qu'on parvienne, et ça c'est extrêmement compliqué, il faut qu'on parvienne à faire en sorte que l'élite scientifique, l'élite technique, l'élite sociale et l'élite politique vivent au village. Ils ne sont pas là pour être des experts, ils sont là pour être des paysans, être confrontés aux mêmes réalités que les paysans pour aider à résoudre les mêmes problèmes que les paysans. Moi, quand je vais dans ma ferme, j'ai des problèmes d'eau potable, j'ai des problèmes de transport de bagages, j'ai des problèmes de séchage, et ainsi de suite. C'est pas qu'un expert ne peut pas venir, il peut venir pour me dire, bon voilà, le séchoir solaire, tu peux faire comme ça, le compost, tu peux le faire comme ça, et puis nous on apprend et il s'en va. Non, il faut que nous, experts africains, experts guinéens, nous vivions, nous parvenions à vivre. Alors, durant la Première République, la Révolution séculaire, cela a été tenté. C'était ça l'objectif du collège d'enseignement rural. C'était de faire en sorte que, après, on aurait eu le lycée d'enseignement rural. Après, il y a eu les FAPA, les fermes agro-pastorales d'arrondissement, où on a amené vraiment des ingénieurs, des techniciens, des agronomes, des médecins, des pharmaciens, des linguistes, des sociologues à vivre dans le village, à rester dans le village, et on leur a doté des ressources nécessaires, mais ça n'a pas marché. Donc, voilà, il faut continuer à réfléchir sur les questions. Merci, merci. Je vous lis quelques commentaires là, qui sont dans la conversation. Alors, Christian Baron dit « Les familles, parfois au niveau du village, se cotisent pour permettre l'émigration de jeunes vers l'Occident. Cela coûte très cher et le risque est grand. Et la réussite, c'est-à-dire le retour financier, loin d'être assuré. Question, tout cet argent dépensé aurait pu l'être dans le développement de petites PME ou autres. Pourquoi cette option n'est pas retenue? Ces options se développent pourtant dans le secteur du numérique, des services, téléphonie, etc. Est-ce que ça vous inspire Oui, oui, vraiment. Je parlais tout à l'heure de dualisme, c'est-à-dire d'une société qui fonctionne selon des pratiques et des techniques traditionnelles, qui coexistent avec très peu d'interaction avec des secteurs qui utilisent des technologies les plus avancées. Les jeunes sont vraiment époustouflants quand je les vois, moi qui suis obsolète, quand je les vois avec les TIC, je suis ébahi. Mais ça coexiste, les deux coexistent et interagissent assez peu les uns sur les autres. Donc, la question, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une plus grande interaction et que l'intelligence des jeunes pour les TIC, pour les innovations technologiques, qu'elles se confrontent à comment obtenir de l'eau potable, comment maîtriser l'espace domestique, comment améliorer l'espace domestique, quel type d'énergie pour quel type de c'est une question vraiment pratique. Comment faire en sorte que les bœufs ne divaguent pas et n'aillent pas manger les choux des autres. Et il faut parvenir à cela. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Ensuite, la question de l'immigration. Alors, il y a une grande ambiguïté dans cette histoire. On fabrique des jeunes avec dans la tête, dans la culture, dans les pratiques, le modèle occidental. Osons le mot. C'est le modèle qu'on propose.
Et la propagande, c'est le terme aussi qu'il faut oser dire. La propagande qui passe dans les médias, notamment à travers le cinéma, à travers plein d'autres choses, à travers tout l'imaginaire, c'est de montrer l'Occident un peu comme le pays où l'espoir est permis et de montrer afro-pessimisme aidant, montrer le pays où tout espoir est fermé. Il n'y a pas d'espoir, il y a peu de possibilités. Et donc, tout le monde est convaincu que s'il faut s'en sortir, y compris les familles, s'il faut s'en sortir, il faut qu'au moins un des enfants, sinon plus, aille trouver les ressources, aille trouver l'éducation, aille trouver la formation à l'extérieur. Et après, il pourra aider. Il pourra aider. Prenez le différentiel vraiment, ça se pose. Quand on dit à un Français ou à un Européen, c'est 100 €, pour lui, bon, 100 €, ce n'est pas extraordinaire. Quand on dit dans la famille, au village, il t'a envoyé 100 €, il t'a envoyé un revenu qui dépasse le revenu annuel de la famille. Ne serait-ce que sur cet exemple-là, on voit bien l'attractivité au-delà de l'image des images qui sont propagées dans les médias, on voit cette attractivité. Mais encore une fois, je reviens là-dessus. L'attractivité du milieu rural doit être construite dès le plus jeune âge. Il faut montrer à nos enfants qu'il est possible de vivre heureux, de vivre moderne, de vivre avancé, de vivre connecté au monde en restant et en transformant le village. C'est dès le plus jeune âge. Et c'est si on parvient à construire ce type de jeune, que ce jeune va aussi transformer sa propre famille. Si un jeune parvient à prendre en charge sa famille, parce que c'est cela aussi le défi, il faut qu'il parvienne à prendre en charge chez nous, l'enfant béni, c'est l'enfant qui finit par prendre en charge ses parents. C'est pour cette raison que aussi on élève les enfants. Si l'enfant parvient avec une réussite personnelle à faire cela, il est béni et ça va commencer à changer. Ça commence peut-être même à changer parce que je constate quand même qu'il y a, en tout cas dans la région Fouta dans laquelle je vis, il y a de plus en plus de jeunes qui, ayant fait droit, ayant fait lettres, ayant fait ceci ou cela, viennent et disent, bon, maintenant, moi aussi, je crée ma ferme. Je m'investis dans l'agriculture. Il y a énormément de problèmes, énormément de difficultés parce que les politiques publiques ne suivent pas. Les politiques publiques sont dépendantes de commandes de l'extérieur. Alors, c'est la culture de l'ananas, c'est la culture du café, c'est la culture du cajou, c'est la culture du cacao. Mais c'est très peu le maïs, c'est très peu les ignames, c'est très peu les haricots, c'est très peu l'eau potable, c'est très peu le foyer amélioré, c'est très peu le chauffage solaire. Voilà. On est encore des sociétés exogènes, des sociétés dépendantes. Il faut que l'autonomie, la capacité à être soi-même puisse être construite par l'école. Moi, je crois que c'est l'école qui peut faire tout ça. Et maintenant, le pouvoir public. Merci. Je pense que aussi ce que vous avez, il y avait des remarques là-dessus, c'est est-ce que, ça revient un peu à ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur la définition de l'emploi pour les Africains
est-ce que finalement, vous n'avez pas la même définition que nous? Or, nous, on voit bien qu'il y a aujourd'hui chez les jeunes diplômés, en tout cas, une transformation de ce qu'ils souhaitent faire et qu'un certain nombre d'entre eux changent plus facilement, ils changent de métier même plus facilement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une transformation de toutes ces mentalités qui se passe chez nous et qui va venir aussi et Certainement. se créer différemment? D'ailleurs, je prends beaucoup de distance par rapport à ce concept de former pour l'emploi. Je préfère quelque chose comme former pour le développement. C'est plus dynamique, c'est plus flexible parce que l'emploi, c'est une question de marché. C'est le marché de l'emploi. Or, ce marché de l'emploi évolue extrêmement vite et il est plein d'incertitudes. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe avec Covid, ce qui se passe avec Ebola. Le marché ne peut pas être l'indicateur, le moteur, ou en tout cas l'unique moteur de la qualité de la formation. Par contre, être formé pour le développement, c'est déjà être formé pour se poser les bonnes questions des changements, des dynamiques, des transformations. C'est être formé pour être capable de saisir les interactions qu'il y a entre plusieurs facteurs qui ne sont pas nécessairement ceux de l'entreprise, parce que l'emploi est lié à l'entreprise. C'est l'environnement, c'est l'environnement. C'est être formé pour innover, c'est être formé pour créer. C'est pas ça seulement, c'est pas ça l'emploi. J'utilise toujours maintenant la formation pour le développement, sauf que ce n'est pas accepté par les institutions, par les institutionnels. Jusqu'à aujourd'hui, le credo qu'on nous donne, c'est il faut former pour l'emploi. Je l'entends des politiques, je l'entends des partenaires, je l'entends des formateurs. Et je dis, c'est dommage, il faut, comme tu dis, il faut revoir ce concept de la finalité de la formation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai encore une autre. Alors, j'en vois pas. Alors, je vois, voilà, il y a des remarques comme quoi cette question de professionnalisation à Alioune a une autre question, j'ai l'impression. Ouais. Je crois que monsieur le ministre essaie de répondre effectivement sur cette question de l'emploi et de la formation plutôt pour le développement. Je pense que, bon, c'est quelque chose qu'on pourra débattre après. Il y a eu beaucoup de formations à améliorer la capacité d'analyse. C'est-à-dire, nous tous nous analysons. C'est comme si on bute contre un mur. Or que l'emploi en lui-même, il est ciblé, c'est parce que l'activité doit générer des revenus et des ressources pour permettre aux gens d'avoir une vie de qualité meilleure. C'est tout. Tous les jeunes qui sont là, s'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus, comme avant nos pères là, nous, quand on avait besoin de ça, on dit, papa, est-ce que vous pouvez me donner 1000 francs, 2000, 5000? Maintenant, il n'y a plus ça. Et les jeunes sont dans la rue, ils n'ont pas de revenus. Voilà, le risque, c'est qu'ils deviennent des voleurs, ils deviennent des agresseurs. Les agresseurs sont partout maintenant. Ils deviennent... Mais si on arrivait à leur trouver quelque chose qui pourrait leur donner une rémunération possible, qui leur permettait d'avoir une vie au moins stable et meilleure. Je crois que c'est pour ça qu'on dit emploi. Emploi, il faut mettre ça en face avec revenu. Mais ce que vous dites aussi, c'est très important parce que le renforcement de la capacité, c'est pour ça les universités, je l'ai dit tout à l'heure, ils partent de plus en plus. Il y a l'université de Sine Saloum, c'est clair. Dans leur UGB, c'est très clair. C'est l'orientation au service de la communauté. C'est-à-dire comment faire pour que quand même que le développement soit promu dans ces communautés, que les jeunes qui sont formés intègrent ces communautés, et c'est en train de se passer. Mais il faut, à ces jeunes aussi, il faut leur créer des emplois, encore une fois, revenus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la question. Oui, et peut-être est-ce plusieurs sources, plusieurs activités différentes. On voit aujourd'hui le développement de la pluriactivité. Et donc, peut-être, est-ce qu'on n'a pas forcément toujours le même emploi toute l'année?
Est-ce Oui. que c'est des choses que vous observez? Et puis, Fall, la formation pour le développement, c'est aussi pour générer des revenus. Ce n'est pas le salaire. C'est pour générer des revenus. C'est-à-dire, c'est un dispositif qui permet d'améliorer la productivité, d'améliorer les rendements, de rentrer dans des circuits, de faire de l'économie solidaire, de faire de la récupération, d'envisager de synergie avec tel ou tel et tel. Autrement dit, de sortir de l'enfermement de l'entreprise du marché pour aller dans une économie qui génère de la richesse, qui produit de la richesse, qui produit de la croissance, parce que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la croissance, qui produise la croissance et qui produise aussi cet esprit d'investissement, investissement de différentes formes de capital, capital économique, capital financier, capital en ressources, capital, c'est-à-dire voir tout cela en termes de capital, d'opportunités, de solidarité, et sur cette base que vous produisiez aussi de la richesse et de revenus, qu'une partie de ces revenus servent à développer des secteurs qui ne sont pas générateurs de profit, mais qui permettent de faire avancer les choses. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'environnement, c'est la recherche. Quand tu prends tout cela, donc, je suis d'accord avec toi qu'il faut produire de la richesse. Si on ne produit pas de la richesse, ça n'a pas de sens. Il faut que les hommes se nourrissent, qu'ils se vêtissent, et dans l'économie actuelle, où tout se vend et tout s'achète, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire ça. Mais il faut ouvrir la perspective pour dire, je veux vivre mieux, je veux vivre mieux. Et il est possible de vivre mieux dans le monde rural. En tout cas, c'est ce que j'essaie de démontrer. Bon, mais merci beaucoup. Il est 15 heures, donc on va essayer de tenir les temps. Mais je pense qu'on a juste commencé une discussion qui, j'espère, va se poursuivre en bilatéral, en multilatéral. Et puis, on va poursuivre aussi, nous ces réflexions, ces webinaires avec voilà, des Africains qui nous partagent leur point de vue, leur expérience. Et je pense que c'est vraiment extrêmement enrichissant. Et merci beaucoup, Télivel, pour cette intervention très riche et pleine de, voilà, avec beaucoup de merci recul. À tout le monde. Et j'attends les retours, les réflexions sur la diapo, ce qu'il faudrait peut-être mieux développer, ou des idées, des nouvelles pistes de recherche. Ce que Fall a introduit, les différentes expériences, tout cela va me permettre peut-être d'avancer encore un peu plus. Et je vous invite dans ma ferme, si vous avez l'occasion, Fall, surtout toi, on est des voisins, venez à la baie, venez dans ma ferme. Et voilà, on va réfléchir autour des choses beaucoup plus concrètes. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, professeur. Merci, ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous envoyer les diapos et ça sera, voilà, tout a été enregistré, va être mis sur le site de GEMDEV. Donc, si vous avez des collègues qui souhaitent revoir le webinaire et qui n'ont pas pu être là, ils pourront le revoir sur le site du GEMDEV. À très bientôt et donc on vous informera du prochain webinaire. À bientôt, au revoir et merci. Merci Télivel. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt.